Euh, au départ, je tiens à vous remercier parce que venir ici, pour moi, c'est un privilège. C'est un cadeau que vous me faites et je le prends avec plus que de l'émotion et de l'affection parce que mon vécu dans ce pays-ci fut, par certains espaces, assez abrasif et assez difficile, mais en même temps, c'est peut-être ce qui me l'a rendu si cher et si important. Ce matin, Yannick, quand on m'a demandé de travailler avec vous sur ce qui est là, je me suis donné le droit de relire les questions que vous posiez. Comment renforcer la politique culturelle? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Comment une vision commune peut s'installer? Quels sont les faisceaux, etc. Il me semble qu'on ne peut pas démarrer ou discuter de ça sans avoir tout de suite en tête le fait que jaser, échanger, partager, prendre la parole, c'est intéressant, mais l'action est peut-être la plus importante. Et mon utopie, c'est que de ces 2 jours-là, si on pouvait entreprendre 1 ou 2 actions qui menaient à quelque chose de concret, ce serait déjà, je pense, un objectif ultime assez percutant. Alors, je risque par moment, et je ne m'excuse pas, je suis ce que je suis et je vais m'assumer, de vous dire des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas, mais il faut le dire. Je pense que mon préalable est à l'effet de vous dire que c'est difficile de renforcer ou de donner une vigueur à une communauté, qu'elle soit circassienne ou autre, si cette communauté-là n'a pas la capacité de se rassembler et de se solidariser. C'est la base. Ce n'est pas du wishful thinking, ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas à l'Église qu'on réalise ça, c'est entre nous qu'on réalise ça. Je dois reconnaître que la récente expérience de la Maison du Cirque a été troublante et fait mal, et c'est triste. Parce qu'il y avait là des outils, il y avait là un potentiel qui me semblait donner l'espoir que dans la communauté française de Belgique, cette espèce de rassemblement et de solidarité serait pour arriver. Pour des raisons que je ne juge pas, c'est un constat. Ce dépôt de bilan-là fait mal non seulement à ceux qui sont responsables de ça, mais à une communauté entière. Et ça témoigne d'une façon importante, parce que vous voulez parler aussi aux gens politiques, de notre grande difficulté de travailler ensemble. Il y a de nombreux problèmes qui pourraient être identifiés. Vous étiez là, vous étiez les acteurs pour plusieurs de ce qui s'est passé. C'est à vous de voir ce qui s'est passé là-dedans. Mais peut-être qu'il faut apprendre d'expériences comme celle-là pour voir comment on s'en relève et comment on apprend et comment on devient créatif. L'autre dimension pour moi qui m'apparaît importante, c'est comment peut-on demander un soutien aux politiques, peu importe le palier, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, si le milieu lui-même n'est pas capable non seulement de dire, mais d'agir ce qu'il veut devenir. S'il n'y a pas unité autour de ça, s'il n'y a pas un certain consensus. Et comme dans plusieurs pays européens, ici, le politique porte des couleurs. Et selon les petites culottes qu'il porte, vous devez fonctionner en fonction de cette couleur-là. Un milieu artistique, un milieu comme les arts du cirque, n'a pas besoin de cette couleur-là, il les possède toutes. Mais comment peut-il arriver à mutualiser ça, à mettre ça ensemble, pour que le politique soit en face de quelque chose qui devient incontournable? Et ça devient incontournable quand un milieu est capable de se prendre en main et de dire « voilà ce que nous sommes ». Et je n'en parle pas qu'en termes de revendication. Et surtout pas en termes de revendication. Je pense qu'un milieu comme le vôtre, avec la richesse
qui est là, avec ce qu'on sent intuitivement naître, parce qu'il y a une qualité, il y a un sens de l'innovation, il y a une recherche artistique importante dans les arts du cirque, dans la partie francophone de la Belgique. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas capitaliser de façon importante là-dessus pour en arriver à quelque chose. Mais c'est un point de vue qui est le mien. Il y a quelque chose aussi qui me ramène à vous en disant, quelquefois, et peut-être que là je suis théoricien ou peut-être que je passe à côté des vraies affaires, quand on n'est pas capable de définir ce que l'on veut, quand on n'est pas capable de définir une mission, quand on n'est pas capable de se donner des valeurs, quand on n'est pas capable de se donner un plan d'action, ça devient difficile d'avancer. Et je me demande, c'est une question que je me pose parce que je me la pose ici comme je me suis posé la question ailleurs. Je reprends l'exemple de la Maison Cirque parce que pour moi, il est petit, il est gros. C'était quoi la mission? Pourquoi on voulait cette association-là? Pourquoi on voulait s'en servir pour rassembler? Et comment ça se fait que tout d'un coup, il y a eu une espèce d'emphase? On est devenus des producteurs. On est devenus presque des agents. C'est quoi la mission d'une association qui veut représenter un milieu? Et ce milieu-là, il est composé de qui? Et ça, pour moi, ça m'apparaît comme un élément absolument essentiel. Et quelquefois, on échappe ça. On dit, oui, oui, on fait ça pour ça. Mais c'est quoi le ça en question? Si je reviens aussi sur une dimension qui, pour moi, m'apparaît importante, c'est-à-dire que toute la légitimité, on l'a quand il est temps de revendiquer, de demander le soutien de l'État de différentes façons. Mais il me semble que nous, on a à être aussi proactifs. Qu'est-ce qu'on se donne comme plan d'attaque? Qu'est-ce qu'on se donne comme plan d'action? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour se prendre en main? De manière à ce que quand on arrive à l'État, il est devant quelque chose qui dit, bien, dans l'an 1, il va se passer telle chose, dans l'an 2, peut-être dans l'an 3. Tout ça, il y a une modulation possible. C'est pas du béton. Mais à tout le moins, ça témoigne d'une capacité que l'on a d'anticiper, de voir notre avenir. Et c'est dans ce sens-là où, quand je reviens à la mission aussi, une association, ça sert à quoi? C'est un service de quoi? À qui? Pour qui? Et c'est là-dessus, je pense, qu'il est essentiel de travailler. Fédérer, se rassembler, c'est quelque chose qui est essentiel. Et là, heureusement ou malheureusement, ça va dépendre des points de vue, je pense que ce qu'on a vécu au Québec depuis les 20 dernières années nous a fait la démonstration que fédérer et rassembler, ça peut être un outil non seulement utile, mais essentiel. À notre façon, on est arrivé à se fédérer. À notre façon, on a réussi à se rassembler. C'est pas rose, puis c'est pas beau, puis c'est pas fin partout, mais à tout le moins, l'ensemble du milieu cirque s'est pris en main. Et quand je dis l'ensemble, les gens de la formation, les gens de la création et de la production, les artistes à titre individuel et les producteurs. La filière. C'est dans le fond ça le milieu des arts du cirque chez nous. Et on a demandé à ces gens-là de travailler ensemble. Vous pouvez comprendre que c'est pas évident au départ. Qu'est-ce que l'école vient faire avec des producteurs? Qu'est-ce que les producteurs viennent faire avec des artistes qui ont des démarches? Puis c'est leur futur employeur. Donc, il y a une particularité là-dedans qui est importante, c'est de voir que oui, dans les composantes, il y a des différences, mais il y a aussi une interdépendance. Il y a aussi un besoin l'un de l'autre. Et ça, c'est majeur. Et quand je regarde avec mon œil subjectif et critique ce qui s'est passé ici, je n'ai pas l'impression que la dimension de complémentarité a été une chose importante.
La gestion d'hormones a été la chose la plus importante ici. Comment chacun des individus avait son ou ses projets, qui étaient intéressants, qui étaient pertinents, mais comment tout ça n'a pas pu arriver à se mélanger, à se travailler ensemble. Parce que tout ça était des leviers pour permettre un développement, une évolution. Comment ces composantes-là se parlent-elles? Se parlent-elles? Ou sont-elles en compétition dans le sens le plus plate, le plus écœurant du terme, alors que dans un milieu comme celui des arts, je prétends que la compétition n'existe pas. Quand je m'en vais voir Bouglione, c'est un choix que je fais d'aller voir Bouglione au lieu d'aller voir les oiseaux du paradis ou d'aller voir X, Y, Z. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain qui décide de quelque chose. Alors, on est dans un milieu où, oui, il y a une certaine forme d'émulation, de compétition, parce qu'on veut travailler, on veut être vu. Mais en même temps, on a besoin de travailler ensemble. Quels sont les points communs? À quoi on peut se raccrocher? À quoi la formation? À quoi les producteurs? À quoi les individus artistes? À quoi les diffuseurs ou ceux qui accueillent? Y a-t-il des points communs entre ces gens-là? Y a-t-il des choses qui sont convergentes au point où des actions communes pourraient devenir intéressantes? Où est-ce qu'on l'a vu, ça? Quand est-ce qu'on l'a vu apparaître? Et là, je vais faire mon leçon de morale. Je suis aussi un chrétien de naissance et de baptême. Apprendre la confiance. Comment on apprend ça? Comment se faire confiance au lieu de se torpiller? Et peut-être que là, il y a des enjeux aussi qui sont à connotation politique, dans la façon de fonctionner, dans la culture même des choses. Mais je pense que si on en est capable, dans les départs, dans les amorces, à se donner un minimum de choses communes, je pense qu'on peut apprendre à se faire confiance. Je pense qu'on peut apprendre aussi à composer avec nos différences. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus à Montréal qui peut peut-être vous donner quelques idées? La naissance d'Ampiste, Yannick t'en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas une naissance accidentelle. Et là, j'espère être modeste. Lorsque j'ai dirigé l'École nationale de cirque pendant 15 ans, j'ai cru qu'il était important comme directeur d'école que le milieu pour lequel je devais travailler soit présent à l'école. Donc, on a créé un comité dans lequel on consultait les gens, on les informait de ce qu'on allait et de ce qu'on faisait. Il y a eu un deuxième élément important. L'école, qui a été longtemps, dans la perception populaire, l'école du Cirque du Soleil, il fallait aussi faire la démonstration que ce n'était pas l'école du Cirque du Soleil. Je n'ai pas à vous cacher qu'avant d'arriver à l'école, il y avait un inceste. On a vécu ça. Guy Caron, qui était à l'époque un des cofondateurs de l'école, était aussi directeur artistique au Cirque du Soleil. Et pendant plusieurs années, une façon importante qu'a eu l'école de travailler pour le Cirque du Soleil, c'est de monter une partie importante des numéros de troupes ou de groupes pour le Cirque du Soleil à l'école. Donc, les gens avaient l'impression qu'en entrant à l'école, il y avait une espèce de passeport pour entrer au Cirque du Soleil. Moi, j'ai dit, wow, ça suffit. Hein? On divorce le plus rapidement possible. Vous pouvez comprendre que ça n'a pas été évident parce qu'il était gourmand. Il en voulait de tout. Et c'est une des façons aussi de dire que l'École nationale de cirque, comme les AC, on ne travaille pas, on n'est pas un club ferme d'une compagnie. On est là pour un milieu. Et l'école a un rôle de rassembleur aussi. Et c'est ce que j'ai tenté de jouer avec le comité consultatif. Là où il est arrivé des choses, je dirais, un peu plus vitrioliques, un peu plus difficiles, c'est que l'école, ça doit se passer un tout petit peu ici aussi, avait
et recevait d'énormes demandes chaque année. Entre 1000, 1200, 1500 demandes pour du travail qu'on appelle corporatif chez nous, de l'événementiel, pour un X, Y affaire, pour un... Et là, l'école, en faisant ça, elle est en train d'entrer en compétition avec ceux pour qui elle doit travailler, ce qui est absolument absurde. Et j'ai tenté à l'époque de freiner ça parce que, en jouant ça, en assumant ce rôle-là, entre guillemets, de quasi-producteur, je mettais en péril à la fois ma façon de gérer l'école, la qualité de la formation que je donnais, et je couillonnais ceux pour qui j'étais supposé travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit au comité consultatif, il faut que ça se transforme, il faut que ça change, il faut qu'on crée quelque chose qui va faire que les nombreux appels qu'on reçoit, vous les receviez. Donc, c'était une façon de donner un passage, de créer un pont pour que le milieu s'approprie la demande et non pas l'école. Mais ça n'a pas suffi parce que ça, c'était, entre guillemets, la dimension commerciale, mercantile. Ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus pour le milieu? Et c'est à ce moment-là qu'avec 2 ou 3 personnes du comité consultatif, on a dit, c'est un milieu qui est en mouvement, c'est un milieu qui est en développement, il y a une espèce de croissance phénoménale. Donc, trouvons un moyen de donner à ce milieu-là une organisation quelconque. Et la première partie de cette organisation-là, ça devrait être une mission de service. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le milieu? Il y avait évidemment ce dont on parle ici, un travail politique, parce que au Québec, pour votre connaissance, les arts du cirque au sens propre du terme, comme forme d'art, ne sont reconnus que depuis 1991, c'est même un petit peu après, par le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'était une bagarre de 8 ans. Le Conseil des arts du Canada, qui est l'organisme qui donne quand même passablement d'argent à travers le pays pour toutes les formes d'art, vient de reconnaître, il y a à peine 1 an, le cirque comme forme d'art à part entière. Et là, je vais vous raconter jusqu'à quel point des fois on est croche, vulgaire et plate chez nous. Le Conseil des arts, cette année, même s'il avait reconnu les arts du cirque comme forme d'art à part entière, a décidé que les demandes pour des contributions financières de sa part aux organismes de cirque devaient passer par les gens de théâtre, de danse et de musique. Parce que comme dans un spectacle de cirque, il y a souvent de la danse, il y a aussi un petit peu de théâtre et de la musique, on a demandé aux pairs en théâtre et en danse et en musique de faire l'évaluation des projets, ce qui est d'un ridicule consommé. Sachez que si on a obtenu, à travers ces velléités-là dont je viens de vous parler, qui sont anecdotiques, la reconnaissance, c'est que le milieu s'est tenu, dès le départ. La façon qu'on a eue de faire en sorte que le milieu travaille ensemble, on a pris comme prétexte la formation. Quand nous avons créé En Piste, nous avons dit qu'il faut apprendre à travailler ensemble. C'était une chose qui n'était pas évidente. Les artistes, par exemple, avaient très peur de se retrouver à la table où le Cirque du Soleil était là, où d'autres compagnies étaient là, puis lui, le petit individu, était là, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y avait des choses communes, qui étaient de dimensions semblables, des notions de mise en marché, je prends des exemples un petit peu farfelus, des notions de santé, de sécurité, d'assurance et tout ça. À partir du moment où les gens ont reconnu qu'il y avait des choses communes entre eux, qu'il y avait des besoins communs, c'est devenu beaucoup plus facile d'arriver à faire des choses avec le milieu. La deuxième partie, qui pour moi est aussi importante, et celle-là, j'y tiens peut-être plus qu'à une autre, on s'est donné le droit de créer, d'élaborer des plans d'action. 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'était la façon de dire à l'État et futurs partenaires du milieu des arts du cirque, regardez où est-ce qu'on veut s'en aller. Regardez par où on veut commencer. Regardez comment on veut le faire
de manière à ce que vous compreniez tout de suite que la demande qu'on vous fait, ce n'est pas un projet ponctuel, ça s'inscrit dans un développement X, Y, Z. La deuxième partie qui a été importante, parce que tout ce travail-là d'élaboration des plans d'action, ça se faisait aussi sous forme de formation pour les gens qui y participaient. Donc, ça permettait aux gens aussi de se connaître, d'éviter l'écueil qui est « Ah, Vincent, il ne pense pas comme moi. » Ben non, tout d'un coup, quand j'entends Vincent, il y a des préoccupations semblables à la mienne, puis là, il est en train de me dire, Vincent, que « Ben oui, garde, c'est ça aussi. On a des points de convergence, on a des points communs. » Et c'est un petit peu comme ça aussi que se bâtit la confiance. Et là est arrivé un moment qui a été catastrophique. Pour une raison qui était associée à nos objectifs, faire la promotion du développement des arts du cirque, Ampiste a créé un événement qu'on a appelé Cirque Parasol. Un événement qui ramassait l'ensemble des composants du milieu et qui les amenait à Ottawa, à Vancouver et à Québec à se présenter. On devenait des producteurs. Ça a été la catastrophe. Pas financièrement, on en est sorti de là avec beaucoup d'argent. Mais ça a été la catastrophe parce que Ampiste devenait tout d'un coup quelqu'un qui avait sa discrétion artistique, qui faisait des choix artistiques. Une association professionnelle, ce n'est pas là pour produire. On l'a compris, ça a été violent. Ça nous a fait mal beaucoup, mais on a appris de ça. L'autre particularité aussi, qui est un élément que je trouve délicat, mais que je suis obligé de nommer, c'est clair que la réussite de tes compagnies ou de tes institutions, ça a un impact politique. Je serais bête, je serais niaiseux puis malhonnête de vous dire que si le Cirque du Soleil n'avait pas connu, entre guillemets, le succès qu'il a connu des années 88 jusqu'aux années presque 2005-2010, je ne pense pas que le politique nous aurait regardé de la même façon. Et vous savez, étrangement, on a vendu l'art du cirque d'une façon presque chienne. On a dit à l'État, voilà où on en est rendu, voilà, entre guillemets, le niveau où nous en sommes. Pour demeurer là, pour continuer, pour assumer ça, ça va nous prendre des outils. Vous êtes fiers de nous, vous êtes fiers de ci, vous êtes fiers de ça, mais si vous ne donnez pas les moyens, cette réussite-là, ça va devenir demain matin un échec. Et étrangement, c'est comme ça qu'on a vendu deux choses qui sont devenues capitales et importantes. C'est comme ça qu'on a vendu la nouvelle École nationale de cirque, qui est maintenant déménagée. C'est comme ça aussi qu'on a vendu la Cité des arts du cirque. En faisant voir à l'État que les arts, d'une façon générale, ça génère autre chose que de l'art. Ça génère du travail, ça génère des choses sur le plan social, ça génère des choses sur le plan économique, ça génère de l'emploi. Et quand on est allé voir l'État, il y avait des hésitations. Et là, je vais revenir encore à la notion de rassemblement. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous autres qui ont vécu ça. Vous vous en allez à l'État, vous avez un beau projet, c'est sur du papier glacé, photo à l'appui. Vous venez de pelleter des nuages pendant 10 mois, 12 mois comme des forcenés. Vous allez à l'État, puis l'État vous dit « Ah, vraiment, c'est magnifique. C'est superbe. » Mais on n'est pas prêt pour ça. On n'a pas l'argent pour ça. Alors, on a été un petit peu vicieux, comme on l'aime souvent, les Québécois. Au lieu de faire un projet entre nous, on a dit à l'État, vous allez venir faire un projet avec nous. Et on a invité 18 ministères du gouvernement du Québec, parce que ce qu'on touche, c'est l'emploi, on touche à l'argent au Conseil du Trésor, on touche à l'éducation par la formation, on touche à la culture, on touche à l'environnement, on touche au social.
Et pendant 18 mois, nous avons mis sur place un comité de création dont la majorité des membres étaient des hauts fonctionnaires du gouvernement du Québec. Et pendant 18 mois, ce comité-là est devenu le comité de création. Vous allez comprendre qu'après 18 mois, on n'avait plus besoin d'aller plaider notre cause. C'était acquis. Le Conseil du Trésor y voyait ses oignons, le ministère des Transports y voyait ses oignons, l'environnement voyait. Et on a reçu 18 millions de dollars parce que c'est un projet qui était à la fois à saveur culturelle, à saveur culture économique, et pourtant, le point d'ordre, c'était, ça sera du cirque. Alors, tout ça pour vous dire que le rassemblement et la force du rassemblement, quand elle est associée à des actions concrètes, quand elle réussit à faire en sorte qu'on puisse se faire confiance les uns aux autres, ça donne des résultats. Ça peut au départ sembler utopique, mais moi je crois qu'on peut être utopique. Et dans un contexte comme celui que vous vivez, parce que la situation économique n'est pas plus belle ici qu'elle peut l'être ailleurs, je pense qu'on est dans une mondialisation de la pauvreté, entre guillemets. Là. Je ne sais pas quelle compagnie a pris ça en main parce que ça n'a pas l'air à rapporter beaucoup. Mais si les gens ne sont pas proactifs, s'ils ne sont pas capables de solidarité, s'ils ne sont pas capables de se rassembler, on va en demeurer au stade de la revendication. Et je ne suis pas certain que la revendication est toujours avec un résultat que celui que l'on souhaite. Donc, je vais arrêter là-dessus, puis après ça, on pourra y revenir. Ce modèle-là de rassemblement dont je vous parle, on le vit actuellement du côté des pays scandinaves où on a assisté dernièrement à des virages importants. Je pense à ce qui se passe en Suède avec la nouvelle association professionnelle. Je pense à ce qui se passe à Barcelone du côté des Catalans où ils ont réussi à se rassembler aussi. Et par ce rassemblement-là, ils sont devenus forts, ils sont devenus capables non seulement de demander, mais d'agir en reconnaissant une chose qui, pour moi, est peut-être le constat le plus heureux que je fasse. Le milieu des arts du cirque, contrairement au milieu de théâtre et de danse et de musique, dans tous les pays du monde, c'est le milieu qui reçoit le moins d'argent. Il faut le reconnaître, c'est ça la réalité. Mais étonnamment, c'est celui qu'on fréquente le plus, qui est le vu par le plus grand nombre de publics, qui est en constante croissance et qui a une souveraineté qui est assez importante, à tel point que de temps en temps, l'État est là pour donner un soutien, puis tant mieux, puis continuer à en demander du soutien. Mais c'est un milieu qui a une autonomie que peu d'autres milieux ont. Et quand je regarde, l'exemple le plus typique, c'est sur le territoire français actuellement, où dès l'instant où l'État tousse tout le monde à la grippe et l'Ebola, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas trouver des façons, dans un milieu comme celui de la communauté circassienne belge, francophone, et même, je dirais, flamande, là, je m'embarque sur un terrain glissant, mais je m'embarque pareil. Le cirque, c'est un art sans langue, mais qui a toutes les langues. Et je me dis, il y a trop de choses qui se passent dans ce pays ici, où il y a une effervescence, autant du côté de la communauté francophone que flamande, pour qu'on échappe ça, puis qu'on continue de se diviser des pièces, des piécettes. C'est ce que je peux dire pour Astor. Merci beaucoup, Jean Roch. Il a la réputation de ne pas avoir la langue de bois. Il l'a encore confirmé aujourd'hui. Et pour un pays qui vit beaucoup du bois, c'est important. Alors, on va maintenant donner la parole à Koen Alary, que je remercie encore d'être parmi nous, le directeur du Circus Centrum, donc dans la partie néerlandophone du pays. Une expérience aussi particulière, où les pouvoirs publics ont pris des décisions importantes. Je te donne la parole pour raconter cette aventure.
Merci. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'éloquence de Jean-Roch que j'adore. Et quand je dis des bêtises, c'est parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle et je sais bien que les excuses sont faites pour s'en servir. Ça fait déjà un moment que le cirque, d'une manière ou d'une autre, est un peu reconnu par la communauté flamande. Dommage que Bart Caron, président de la commission politique culturelle, ancien chef de cabinet de culture du ministre de la Culture Berthanciot et depuis 12 ans parlementaire flamand, ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Lui était vraiment au cœur de toutes les décisions. Bref, j'essaie de vous expliquer le trajet de reconnaissance pour le cirque en Flandre, qui est, comme la Belgique, pour le moment, un cirque en soi. Dans les années 95-99, nous avions un ministre de la Culture, Luc Martens, qui a reconnu en 98 Circus Ronaldo comme ambassadeur culturel de la Flandre, avec une subvention de 75 000 €, quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'une compagnie de cirque était reconnue et subventionnée. En 1999, Berthanciot devenait ministre de la Culture et restait à sa poste jusqu'à 2009. Nous ne pouvons plus nous imaginer, et surtout pas aujourd'hui, qu'il y avait assez d'argent pour investir dans la culture, mais ministre Anciot a pu augmenter le budget culturel flamand année par année, et à un moment à l'autre, lui et son cabinet n'ont pas oublié tout ce qui est cirque. Le ministre avait déjà augmenté plusieurs fois le budget pour le décret des arts, pour la danse contemporaine, le théâtre et tutti quanti. Un tournant important en ce qui concerne la reconnaissance du cirque en tant que forme artistique à part entière a été la création de Circus Flow, une organisation flamande des arts du cirque avec 5 ateliers de loisirs de cirque. C'était en 2001, une ASBL ayant pour but de soutenir, de favoriser et de promouvoir le cirque comme discipline artistique des arts amateurs. Ce réseau Circus Vlo a commencé de contacter et de faire du lobbying pour des budgets et petit à petit, ministre Anciot les a pu trouver. Dans ce temps, il y avait aussi des compagnies professionnelles comme Circus Ronaldo et dans le temps Circulation Locale et je pense aussi Dirk et Finn qui étaient subventionnés par le décret des arts. Et aussi en 2001, le ministre a commencé à subventionner 7 cirques traditionnels avec une subvention de 25 000 € par an. Ces deux éléments ont fait que la politique trouverait une solution substantielle par un décret. Et de nouveau, il y avait de l'argent public. Et ce que Jean-Roch disait, je suis tout à fait d'accord, que notre milieu doit se rassembler, mais on oublie toujours les cirques traditionnels, et c'est aussi le cirque. Oui, et ce sont nos racines, mais dans notre milieu, on oublie trop les cirques traditionnels, je pense. Grâce à l'introduction du décret sur le cirque, l'art du cirque a été reconnu par la politique de manière structurelle. Le décret du novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre a insufflé de l'oxygène au développement du secteur. Pour la première fois, il y avait une vision, une propre ligne budgétaire et un cadre subventionnel flamand clair pour les arts du cirque. Par le décret, les autorités flamandes veulent soutenir, encourager et promouvoir une offre diverse et bien repartie
des arts du cirque en Flandre, aussi en visant le contexte international. Dans ce contexte, tant le cirque classique que les nouvelles formes de cirque reçoivent une place à part entière, qu'il s'agisse des amateurs ou des artistes à titre professionnel. Le décret comprend des mesures ciblées pour la production et la création, la diffusion, le soutien, la promotion et les formations / perfectionnement des arts du cirque. La force du décret sur le cirque est qu'il réunit toutes les formes de cirque, qu'il vise tant les artistes de cirque amateurs que semi-professionnels, professionnels, et qu'il a solidement ancré l'attention pour le secteur au niveau politique. Par le décret, les autorités flamandes veulent encourager les arts du cirque en Flandre et remettre le cirque flamand sur la carte, tant au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, quelques montants de subventions pour les arts du cirque. Le décret sur le cirque veut présenter des opportunités optimales à tous les arts du cirque et en subventionnant la création, la diffusion, la professionnalisation et la promotion. En 2013, le total de subventions à cet effet s'élevait à 2 279 000 €. Et la répartition, c'était 687 000 € pour Circus Centrum, la structure qui est responsable pour le développement de cirque. 178 000 € pour la création, 288 000 € pour des festivals qui sont subventionnés comme projet, 945 000 € pour les 3 festivals, donc Humorologie, Théâtre de Marthe et Miramiro, qui sont subventionnés structurellement. Eux étaient déjà subventionnés dans le décret d'art et se sont questionnés de s'intégrer dans le décret de cirque avec l'argent du décret d'art. Donc, le ministre Ancio a décidé que les 3 festivals pouvaient venir dans le décret de cirque et a pris cet argent. Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi le rôle de Circus Centrum? C'est quoi la mission? La mission, parce que c'est soutenu par l'État, là. C'est soutenu par l'État. Et même la moitié de notre AG, la moitié, l'administration, notre administration flamande doit être d'accord avec la moitié des membres de notre AG. Donc, vous avez des membres? Nous ne sommes pas des membres ouais. Oui, donc 50% pouvoir public et puis 50% Non, représentants du secteur. Eux ne représentent pas la moitié de l'administration, ce n'est pas des gens, des fonctionnaires, quoi, pas du tout. Mais eux ils doivent être d'accord avec les gens qui sont dedans. Et la mission précise alors? C'est développer tout ce qui est cirque en Flandre, ça c'est vraiment... Toutes les dimensions, ouais. incluant la formation. Ouais. Donc on a plein d'actions pour les écoles de loisirs, pour les artistes professionnels. Nous avons notre propre Circus Magazine. Nous avons des actions dans tout ce qui est héritage. Nous avons nos actions pour augmenter le niveau des cirques traditionnels. Créé par l'État ou créé par les membres? Créé par l'État. Oh. Mais les membres ont fait du lobbying. Pour que l'État crée. Hein. OK. Et à un moment à l'autre, le ministre Ancio et son cabinet ont pris l'opportunité, ont fait le choix. Okay. Mais c'était du lobbying. Non, mais simplement. Ouais, vraiment. Ok, Javed.
Donc il y a encore une 60 000 € pour des bourses. Il y a 2 Flamands à ce moment-là qui sont à Montréal à l'école avec de l'argent en plus, parce qu'il y a aussi d'autres bourses, mais il y a aussi des bourses en plus pour des gens qui veulent étudier le cirque. Il y a 100 000 € pour la diffusion des cirques sous chapiteaux, y compris les cirques traditionnels, et 15 000 pour la diffusion internationale. C'est un peu en gros les montants. Est-ce que notre politique culturelle est maintenant le valal pour le cirque flamand? Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de budget en plus à trouver. Tout ce qui est cirque en Flandre est encore fragile, aussi artistiquement, mais se développe vraiment intéressant et à une vitesse assez vite, ce que veut dire que les budgets sont trop serrés et plus suffisants. Les écoles de loisirs grandissent, mais dans le décret de cirque, il n'y a pas un moyen. Les écoles de loisirs, pour nous, c'est un peu aussi le terreau de... C'est des amateurs, là. Ouais. Vachement intéressant. Et Pour les important. écoles et pour le public. C'est le développement public. Donc, les écoles de loisirs grandissent, mais dans le décret de cirque, il n'y a pas un moyen de les subventionner. Et 10% du budget du cirque centrum part en cash aux écoles de loisirs. Donc, on a des actions, mais 10% en cash, c'est pour eux. Ce n'est pas évident pour les cirques traditionnels de s'intégrer dans le monde administratif des applications. On les aide, mais quand même, le mot dramaturgie, c'est comme un mot chinois, quoi. Et puis, c'est vraiment un avantage que le décret uni rassemble tout ce qui est cirque, mais c'est aussi une faiblesse pour la reconnaissance du cirque dans le milieu des bobos culturels comme moi. La plupart du public culturel associe le cirque encore toujours avec le nez rouge et l'éléphant. Mais le cirque est beaucoup plus riche que ça. Et c'est pas évident, c'est vraiment un travail énorme. La plupart des centres culturels associent le cirque avec des spectacles pour des familles, pour des enfants. Le cirque, c'est un art pour les adultes où parfois les enfants sont les bienvenus. Mais les centres culturels, les centres d'art, c'est à l'inverse. Le cirque est beaucoup plus. Une valeur importante et essentielle du cirque, pour moi, c'est que le cirque réunit un public et que ce public a moins besoin d'un cadre de référence pour apprécier un spectacle. Quelqu'un avec 3 diplômes universitaires peut être assis à côté d'un ouvrier et tous les deux vont apprécier un bon spectacle de cirque et un beau spectacle de cirque. Moi, je connais beaucoup de spectacles de cirque qui ont vraiment des valeurs artistiques contemporaines pour être programmés dans des centres d'art et des centres culturels. Et à ce moment-là, on a une collaboration avec Vooruit, qui est vraiment un centre d'art important. On avait aussi une collaboration avec Kai Theater qu'on veut continuer, mais c'est vraiment important. Et à ce moment-là, on voit que la presse est là. Et ça, c'est intéressant aussi quand un festival de cirque comme Humorologie, la presse, c'est moyenne. Mais au Vooruit, c'est le centre d'art. C'est important pour la politique aussi. Et puis, il y a toujours de l'argent, même aujourd'hui. C'est une question de priorité et de volonté politique. Notre administration est vraiment convaincue par des valeurs de tout ce qui est cirque et a écrit une note avant les élections, donc vraiment une note apolitique pour défendre le cirque et laisser
augmenter le budget de cirque. Pour le moment, il y a des grosses coupes de budget dans la culture en Flandre, mais notre nouveau ministre, qui est 2 mois ministre, a décidé de ne pas couper rien, 0% dans le budget de cirque. C'est le seul art qu'on n'a pas de coupe de budget. Donc, entre le ministre Ancio et le nouveau ministre Gatz, il y avait le ministre Schouwvliegen. Et tu as un conseil, tout ce qui notre ministre décide et qui touche la culture, donc aussi le cirque, ça doit passer un conseil. Le ministre Schouwvliegen, et ça c'était important aussi, a décidé qu'il y avait un représentant de cirque dedans. Donc des ministres, même le ministre du budget ou n'importe quoi doit passer ce conseil. Et ça, c'est vraiment une reconnaissance aussi. Donc, c'est pas parce que c'est moi, mais Cirque Centre met dedans, moi je suis dedans. Et je peux toujours défendre à ce niveau-là le cirque. Il y a beaucoup des activistes à Bruxelles maintenant. Il y a donc, moi je suis un peu un activiste cirque, donc pour finir, je veux vous dire, vive le cirque et plus de cirque. Merci. Bien, merci beaucoup Koen. Alors, notre troisième invité n'est pas encore arrivé, il va atterrir à la gare du Midi dans quelques minutes, puis il faut le temps qu'il arrive juste ici, mais on est allé le chercher. Donc on va faire peut-être un premier tour vers la salle, hein, pour avoir un peu vos réactions, vos questions à ce que nos 2 invités viennent de nous raconter. J'imagine qu'il y a des choses où vous voulez en savoir plus, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou des choses que vous partagez particulièrement. Donc je vous donne tout de suite la parole pour réagir, voire interpeller nos 2 invités. Et puis nous accueillerons, dès qu'il arrive, Frédéric Denoin. Oui. Si vous pouvez vous présenter, hein, comme ça on sait qui parle d'où. Il faut prendre un micro, parce que comme on enregistre les rencontres pour pouvoir en garder des traces, c'est important. Patrick Masset, T1J. Je pense que la plupart des gens qui ont entendu ce que vous venez de dire sont d'accord avec l'essentiel. En Flandre, on a trouvé une personne qui s'appelle Koen, à Larry, que tout le monde connaît aussi de l'autre côté, et qui, je ne sais pas pourquoi, fait l'unanimité pour diriger un lieu comme le Circus Centrum, pardon. Et même du côté francophone, je n'ai jamais entendu de critique de Koen. Et pourquoi et comment, surtout comment, parce que sinon on ouvre un débat qui va vers la critique, c'est pas intéressant, mais comment trouver cette personne du côté francophone, avec tous les défauts qu'on connaît dans ce pays, on va encore ressortir tout, il n'y a pas assez d'argent, etc., etc. Mais comment trouver cette personne, elle doit exister. L'intelligence en soi, elle est là, c'est sûr, il y a plein de gens compétents. Mais directement, on se ramasse des coups de boule dans tous les sens quand on a ce rôle-là. Donc je profite, vous êtes là, il n'y a pas de Belge francophone pour le moment à table. Vous avez des pistes à lancer pour trouver cette personne et quelle est l'attitude idéale à avoir pour que cette confiance puisse naître? Moi, je vais réagir à ce que tu poses comme question parce que je me dis, tu sais, on regarde là, on est là ensemble, puis on pourrait considérer que ça, c'est la bonne personne, puis tel autre, c'est... Moi, je reviendrai sur ce que je vous ai dit au départ. Si vous n'êtes pas au clair, si vous n'avez pas eu le temps comme groupe de définir ce dont vous avez besoin,
le type d'association que vous voulez, les valeurs que vous partagez, ça m'apparaît difficile, si ça n'est pas là, de choisir la bonne personne. On choisit une bonne personne parce qu'on lui dit, voilà ce que nous sommes, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, qu'est-ce que tu nous proposes de faire avec ça, comment tu vas le faire. Quand tu poses la question comme ça, je t'entends comme français, puis je hurle, tabarnak. J'en ai ras-le-bol d'avoir des dieux, puis des gens qui vont tout faire. On a des gens qui ressemblent à ce qu'on veut être. Mais quand on ne se définit pas, on ne peut pas trouver la bonne personne. Dieu n'existe pas. Alors, s'il vous plaît, donnez-vous des moyens entre vous pour définir ce que vous voulez être et regardez la personne qui, parmi vous, serait la meilleure pour réaliser ça. Mais tant ou si longtemps que ça n'est pas fait, c'est la façon de choisir des Français pour occuper le poste du théâtre X. Le pape Jean-Paul Queneau vient de naître. Vive le pape! S'il vous plaît, on veut se rassembler. Et on se rassemble autour des idées que l'on partage, des choses à laquelle on adhère. Après ça, vous allez la trouver, la bonne personne. Il se peut que ce soit la bonne personne que pour quelques années. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de ce que vous allez définir, il y a des actions que certaines personnes sont capables de mener, d'autres pas. Moi, quand je l'entends parler de lobby, ça prend du talent pour faire du lobby. Têter les politiques, c'est difficile. Les faire comprendre qu'on a besoin de quelque chose, c'est difficile. Mais si le lobby, derrière lui, il y a comme une espèce de rassemblement de force, ce ne sera pas lui qui va parler. C'est la gang qui parle par lui. Ça, en Belgique francophone, on ne l'a pas souvent vu. On a vu des chars d'assaut qui étaient capables d'écraser beaucoup de choses. Peut-être que c'était la seule façon d'arriver à construire, en commençant par démolir. Je me dis, vous avez dans ce pays-ci des atouts sacrements qu'on ne trouve à nulle part ailleurs. Pouvez-vous vous entendre sur ce que vous voulez devenir, sur ce dont vous avez besoin? Et après ça, vous serez capable d'aller chercher là ou les personnes dont vous avez besoin. Koen? Je pense aussi que ça. Moi, je viens en 96. J'ai commencé à travailler pour un grand centre culturel, un des plus grands en Flandre, qui était en train de se construire. Donc, et j'ai bossé là jusqu'à 2009. C'était où? À Roeselare, mais c'était vraiment une salle, ouais, plusieurs salles, mais une salle énorme, des budgets énormes. Et là, j'ai tout de suite défendu tout ce qui est cirque. Et j'étais là 1 an avant l'ouverture. Mais je programmais aussi le théâtre, tout ce qui était musique, film. C'était un peu le bordel dans ma vie privée, quoi. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un point de vue un peu culturel, un peu généraliste, quoi. Et je pense que ça me donne un peu une force. J'ai des contacts partout. Je vais encore voir des spectacles théâtre, danse, musique, n'importe quoi. Et on doit être vigilant qu'on ne cherche pas toujours dans notre milieu. Ça, c'est une remarque. Deuxième remarque, je me questionne moi-même, mais je ne connais pas le mot en français. Tu as sur des petits pots de yaourt, tu as la date là. De péremption. Ouais, oui, et après. Et je me pose la question... Quand je suis plus... Quand tu seras obsolète. Ouais. Oui. Oui. Quand est-ce qu'il faut passer la main? Ouais.
Et c'est pas évident parce que j'ai une famille, je veux aussi du fromage sur ma tartine. C'est pas évident de dire maintenant c'est à un jeune ou à un autre. Mais je dois me questionner. Parce qu'à un moment à l'autre, c'est fini. Bien sûr. T'es là comme un fossile. Ouais. Bien, merci. Benoît. Si. Je constate quand même que dans les deux parcours et expériences au Québec et en Flandre, d'une part, il y a cette volonté de rassemblement qui vient par une nécessité de rassemblement. Donc ça, c'est fondamental. Mais aussi qu'à un moment donné, et je ne sais pas si les moments sont les mêmes, le politique, le pouvoir public prend part aux discussions, prend part à l'élaboration du projet et se fait corps avec le projet. Alors jusqu'ici, on n'est pas vraiment parvenu en Belgique francophone à mettre autour de la table les politiques. Bon, ils peuvent être nombreux parce qu'il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles avec toute sa panoplie de services existants, la région de Bruxelles-Capitale, la région wallonne, la COCOF, le TIC, enfin tous les niveaux de pouvoir sont assez complexes, mais on n'a pas encore réussi à mettre plusieurs politiques ou pouvoirs publics autour de la table avec nous, ne fût-ce que pour poser des questions. Et ça, c'est, à mon sens, un frein que nous avons chez nous, qui est très clair, et que c'est parfois assez facile, vu de l'extérieur, de dire aux acteurs, opérateurs que nous sommes, ben voilà, mettez-vous ensemble, entendez-vous, et ça va aller tout seul. Je crois que le politique a son rôle à jouer là-dedans, et qu'il faut cette étincelle qui a été présente et marquante dans les deux expériences que vous avez mentionnées tout à l'heure. Benoît, moi, le politique, là, j'aime beaucoup les barrières de temps en temps, là, comme on a des anti-émeutes, là, on les tient à distance. Je pense que le politique, il y a une place, puis on en a besoin, on n'a pas à se le cacher. Mais je reviens sur le fait que si on n'est pas capable, entre nous autres, de savoir ce que l'on veut, quelles sont les politiques qu'on va choisir pour nous accompagner là-dedans? Puis, il y a peut-être aussi une question de culture qui est peut-être présente moins chez moi. Chez nous, dans les conseils d'administration des entreprises artistiques, de quel corde qu'elles soient, le politique est exclu. Il ne fait pas partie de la discussion. Il ne fait pas partie de la gestion. Alors qu'ici, il est omniprésent. Ben, pas partout, mais dans plusieurs places. Hein? On pourrait faire la liste et un générique important qui durerait autant que les frères Dardenne, sur qui le Zouf X puis la ZEF EC a fait partie de telle organisation. Mais indépendamment de ça, moi j'insisterais sur le fait que si on est capable minimalement, comme communauté circassienne, de se donner un petit peu plus de clarté dans ce qu'on veut faire, peut-être, et c'est presque la question que tu posais tantôt, comment trouver la bonne personne, bien, peut-être qu'on peut arriver à... Je ne dis pas que c'est évident, là, parce que c'est complexe. Tu sais, c'est vrai que la COCOF, puis M. Gauzoin de Odorgem, puis l'autre, c'est compliqué, mais en même temps, si la communauté elle-même et pas avec cette notion de territoire-là, peut-être qu'on peut rassembler davantage de politiques et les amener à s'impliquer. Puis peut-être que le politique, et l'exemple que j'ai donné tantôt à Montréal quand on a fait la cité, où on a amené, non pas les politiques, mais ceux qui sont les pérennes, les fonctionnaires, à faire partie de la galère, ça change un tout petit peu les règles du jeu. Mais il n'y a pas de garantie absolue, mais ma conviction profonde, et je viens de le voir en Suède et à Barcelone, le milieu a été capable d'une telle énergie pour définir ce qu'il veut être, que quand il est arrivé devant le politique, il a amené le politique à comprendre ça, ça s'est passé plus facilement. C'est un défi important, hein, Benoît, c'est un défi stratégique. Puis quand on parle de lobby, le lobby, dans le fond, c'est de faire savoir à ceux avec qui ou de qui on a besoin
qu'est-ce qu'on veut devenir, et non pas à court terme et à moyen terme. Et peut-être qu'ici, comme dans bien des pays, il y a eu des initiatives individuelles qui ont été reconnues, qui ont été soutenues. Mais en même temps, collectivement, je trouve qu'on n'est pas encore là. Puis tu sais, là, je vais être bête, puis peut-être trop vache. Il n'y a personne de l'ESAC ici ce matin. Ça n'a pas de bon sens que l'École supérieure des arts du cirque dans la communauté francophone ne soit pas présente ici. C'est ce qui la concerne au premier plan. C'est l'avenir. C'est catastrophique. Je ne parle pas de l'espace catastrophe. Je me permets mes sauts d'humeur. Vincent. J'entends bien, rassemblez-vous, unissez-vous, ayez confiance. Ça fait un petit moment que je traîne dans le milieu. Depuis très longtemps, j'entends rassemblez-vous, ayez confiance, et c'est le politique qui nous le dit. Mais jamais, dès qu'on est en groupe, jamais ils ne soutiennent ces réunions vraiment. Ils auraient pu le faire au moment de la Maison du Cirque, parce qu'on a vraiment eu un moment où on a essayé de se rencontrer, on s'est rencontrés, on a discuté, on a construit, probablement pas en définissant précisément les axes, mais il y avait un processus en cours, et la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a jamais mis un franc sur la table. La COCOF a mis de l'argent, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au moment où la Maison du Cirque était vraiment en difficulté, un conseil d'administration, à mon avis quand même fédéré, tout le monde était d'accord, s'est retourné vers la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un président fédérateur, Philippe Rombert. La Fédération Wallonie-Bruxelles a refusé de mettre 35 000 € pour éventuellement sauver ce projet-là. Il y avait 5 emplois. Et donc, moi, cette Maison du Cirque, c'est un vrai scandale. Et c'est un scandale que je trouve, c'est un scandale politique. Ils ont refusé de soutenir ce projet-là. Il avait tous ses défauts, mais il y avait moyen à ce moment-là de mettre la main sur ce projet-là. 5 emplois sont repartis vers... Le culturel a perdu ces 5 emplois. Peut-être qu'il y en a 2 qui sont restés, mais les arts du cirque ont perdu cet emploi. Alors moi, j'en ai un peu assez d'entendre « fédérez-vous, rassemblez-vous ». Ça fait des années qu'on essaye, on était des tentatives. C'est vrai que c'est difficile de s'entendre, mais la COCOF a mis un peu d'argent, la Fédération Wallonie-Bruxelles pas, et les seuls projets qui se sont vraiment développés, ils ont été conduits par des bulldozers qui ont écrasé tout avec un parti socialiste qui était derrière, et c'était l'image du parti socialiste qui était derrière. Et ce n'était pas du tout fédérateur des politiques belges. Ils sont tous en train de se disputer, ou pas, j'en sais rien, mais le seul moyen, c'est de trouver un parti qui a envie de mettre sa tête sur un projet et de se lancer. Alors, ce n'est pas du tout fédérateur ce que je dis, mais je constate ce qui s'est passé en Belgique. L'ESAC est né grâce au soutien énorme du Parti socialiste de la région Bruxelles-Capitale. Merci. Oui, écoute. Je pense que c'est vraiment dommage que la maison de cirque ça n'existe plus, mais je pense que c'était beaucoup trop le milieu de cirque qui était dans le CA et l'AG. Et dans mon CA et mon AG, la moitié sont des gens du milieu de cirque, et l'autre moitié n'ont rien à faire avec le cirque, mais ce sont des gens importants dans la culture et aussi avec des liens politiques parfois. Donc, quand moi j'ai le directeur du Vooruit qui est membre, où j'ai demandé ma présidente, et j'ai pu convaincre ma présidente que tous les responsables des dernières années dans des cabinets, n'importe quelle couleur politique qu'ils ont, sont dans mon CA. Ils ne sont pas là pour des raisons politiques, mais ils sont là pour nous aider stratégiquement, comment on peut travailler pour...
Et ce qui est bizarre, donc, il y a un monsieur dans mon CA qui est CDMV, il y a une dame qui est socialiste et qui était dans le cabinet de ministre Ancio. Elle a donné procuration à ce monsieur qui n'a pas sa couleur. Ils sont là, pas pour leur choix politique, ils sont là pour nous aider. Et ça, c'est vachement intéressant. Et je pense, dès qu'il y a une nouvelle structure, que c'est vraiment important que la moitié n'a rien à faire avec le milieu du cirque, mais a vachement beaucoup à faire avec le milieu culturel. Oui, Vincent. Et donc, dans ce que tu dis, j'entendrais plutôt que rassemblons-nous, c'est rassemblons des énergies autour de nous. Et ça me parle bien. Ouais. Mais c'est culturel aussi, hein, Vincent, parce que dans ce contexte-là, ça fonctionne, alors que chez nous, ce serait la catastrophe. Oui, mais vous avez une structuration des politiques culturelles C'est ça, qui est on a très une très façon différente de voir les choses. et où les politiques ne sont pas du tout représentées. Cependant, là où il y a quelque chose qui est semblable, qui est presque pervers, c'est quand on compose, quand on crée ou on compose un conseil d'administration, tu t'assures, en tout cas, tu es au moins attentif sur le fait que les gens qui vont composer ton conseil d'administration ont en quelque part des entrées ou des connaissances X, Y, Z sur le plan politique, qu'ils ont des compétences X, Y, Z par rapport aux besoins de l'association. Je ne mettrai pas 24 avocats autour d'une même table si j'en ai besoin que d'un seul. Alors, il y a toute une filiation qui est associée à ce que Koen dit, qui est quelles sont les ressources dont on a besoin pour nous permettre, aux gens du milieu qui n'ont pas toutes ces compétences-là, de trouver un complément pour qu'un conseil soit plus efficace. Je suis bien d'accord avec Jean-Roch qu'il y a un côté un peu pervers, mais j'adore. C'est une qualité. D'autres interventions, oui. Il y a une chose aussi en cirque, c'est que on le dit depuis très longtemps, donc ça commence à devenir un peu passéiste, mais c'est encore très jeune. Et la formation des circassiens est tellement exigeante physiquement, elle laisse tellement peu de temps à des cours plus théoriques ou à des contacts avec des centres culturels ou des théâtres dignes de ce nom, centres dramatiques, etc., que pour fédérer, il faut aussi être éduqué dans le sens politique et culturel du terme. Et les jeunes, vraiment, de pratiquer avec eux, sont au courant de rien du tout, à partir de 35, 40 ans, mais ils sont beaucoup moins impliqués à ce moment-là. Donc, il faut aussi, pour se fédérer, savoir et connaître comment faire du lobbying, même entre artistes, hein, et comment arriver à parler à la fédération politique, etc. Et en cirque, c'est une véritable catastrophe. Du coup, il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, et il y a des excès, il y a des choses qui ne sont pas justes du tout, et puis une naïveté énorme. Qu'en théâtre, même au sortir d'un conservatoire, je sors d'une formation à Liège, par exemple, bon, Liège est l'exemple type des gens engagés, mais peu importe, même ailleurs, ils prennent un peu plus de temps parce qu'ils comprennent quand ils sortent, 2-3 ans après. Mais il y a vraiment un engagement, une conscience politique, une volonté dès le conservatoire, dès l'école, dès l'écolage, de se fédérer, de comprendre, de déjà revendiquer, ne fût-ce que dans les travaux. Il y a déjà un engagement sociétal de la part des jeunes, donc ils sont obligés. En cirque, ils sont tellement, et ça fait partie du jeu, mais ils sont tellement, ouais, mais si. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en Flandre, ils ont eu Philly avec Circus Ronaldo qui a cassé la baraque. Vous avez le Soleil, puis Éloise, puis les 7 doigts de la main. Il y a toujours des stars. C'est lié à la performance cirque aussi. Et nous, ici, pour le moment, en Belgique francophone, il y a des petites choses qui se passent. Il y a quand même quelques compagnies pas mal, et c'est très intéressant ce qui se passe, ça je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu encore le flash. Maintenant, il y a le national qui semble vouloir aider les frères Tabet, et c'est très bien, parce qu'ils ont quelque chose à dire, ils ont un beau parcours. Mais voilà, il n'y a pas une volonté non plus de la part des
des théâtres, il y a pas, on est très isolé et très peu compris. Le cirque est né de la révolution 68 art en rue, quoi. Il y a un truc qui est dépassé maintenant dans les commissions, dans les moyens de réflexion, etc. On est très très mal considéré. Je sors d'un cabinet il n'y a pas longtemps, on dit le cirque et la rue, c'est nul. J'étais à Namur en mai, on montre n'importe quoi, mais ces gens ne connaissent pas, ne sont pas guidés pour trouver. Donc c'est beaucoup plus large que, même si ce que vous avez dit est vrai, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe et plus large que ça. Ouais, mais je vais être un petit peu vache, là. Celui ou celle qui enseigne dans une école X, Y, Z, si lui-même, il n'est même pas capable d'avoir la sensibilité de ce qui existe autour de lui, puis qui n'est même pas capable de s'embarquer là-dedans, cessons de demander aux étudiants ce qui n'est pas contaminé. Hein? Si celui qui enseigne à l'ESAC va voir un show par année, comment est-ce qu'il peut contaminer? Comment est-ce qu'il peut apprendre à l'autre à s'embarquer? Il y a des responsabilités à partager là-dedans. Moi, je veux bien qu'on en demande beaucoup aux étudiants, puis je pense qu'on leur en demande pas mal. Mais si les gens avec lesquels ils travaillent sont des médiocres, sont des ignares, bien, hostie, on fabrique des ignares aussi. Merci. Et Koen, et puis je te donne la parole. Et en plus, Patrick, j'ai parlé d'une fragilité. Le travail artistique en Flandre est intéressant, mais n'est pas prêt pour être le top du monde. Et moi, je regarde toujours à ce qui se passait dans les années 80, 90 avec la danse contemporaine. Là, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas un décret d'art où la danse contemporaine était dedans. Et un moment à l'autre, il y avait une énergie que tu avais Anne-Thérèse de Keermack, tu avais même Van de Keibers, tu avais Jan Fabre, tu avais Alain Platel. Et à ce moment-là, dès que tu as vraiment des compagnies avec un travail artistiquement très haut, ouais, c'est que Ça a un impact. ouais, et c'était parti. Et maintenant, la danse contemporaine est reconnue, flamande est reconnue partout Dans le monde. Ouais. Mais avec la crise, et ça, internationalement, on voit vraiment qu'il n'y a plus de grosses formes, de grandes formes, quoi. Ce sont tous des petits projets. Et ça, c'est vraiment dommage pour développer notre secteur. Ce sont des solos, des duos. Un grand projet, c'est 4 personnes, 4 artistes sur scène. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous aviez demandé la parole. Voilà. Oui, bonjour, je suis Pauline de La Boulay. Je suis auteure et historienne et j'écris sur le cirque en freelance. C'est pas évident. Et je ne peux pas parler au titre de l'ESAC, mais je fais un travail pour l'ESAC depuis 1 an. Donc je peux un petit peu quand même, je vais essayer de redresser ce qui se dit, ça me choque énormément parce que le travail que Virginie Jortet m'a demandé de faire depuis 1 an, et vous en verrez le résultat bientôt, j'espère, c'est de faire un travail de fond sur un travail d'écriture, sur des questions qui sont difficiles. Effectivement, j'ai l'impression de faire un travail de fourmi, à la fois très proche du terrain, un petit peu politique, mais sur ce que c'est que cette école, ce qu'elle est en train de devenir. Je crois que Virginie Jortet est en train de faire un travail de refondation qui lui demande énormément, enfin il y a énormément de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, mais en tout cas, elle est en train de faire un travail important, ne serait-ce que dans ce projet de déplacement et de reconstruction de l'école quelque part. Et on accompagne ça d'une publication qui va bientôt sortir. J'espère que vous trouverez dans cette publication on parle d'avenir dans ce projet. Voilà, du passé et de l'avenir. Mais il y a un travail de jonction qui est en train de se faire, mais ce n'est pas évident. Voilà. Donc je peux dire que l'ESAC est un petit peu présent à travers ma présence. Merci. D'autres interventions? On attend toujours
Frédéric Durmerin, mais il devrait arriver maintenant d'un moment à l'autre. Oui, Benoît? Oui, je veux pas. J'allais dire, je ne veux pas prendre le crachoir, mais quand on en revient à l'ESAC, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même pas mal, c'est que l'ESAC est une école supérieure des arts reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui investit de l'argent public en masse sur la formation de bachelors qui sortent diplômés sur un marché du travail inexistant et sur un marché du travail au niveau de la communauté française inexistant. C'est-à-dire que le politique qui décide de former des gens ne décide pas, au-delà de cette formation, de donner un cadre socio-professionnel cohérent et correct aux gens qu'il a formés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens que l'État a formés se débrouillent, font des choses qui sont de l'ordre, encore du plan des merdes, avec des moyens qui sont très en deçà des nécessités de la professionnalisation du secteur. Et je regrette qu'il n'y ait pas de représentants de l'enseignement ou d'autres pouvoirs politiques, publics, parce que c'est une vraie question. Est-ce que l'État peut continuer à former des jeunes qui sortent et qui n'ont pas de conditions de travail à l'endroit où ils ont été formés? Benoît, dans quel pays du monde y a-t-il un État qui subventionne et qui soutient le marché du travail pour les gens qui sortent des écoles? Quelle sorte d'université belge reçoit des sommes importantes pour l'insertion professionnelle? Quelles sont les écoles professionnelles de métier? Je te pose la question parce que dans le fond, ce que tu demandes, c'est un cadre de sortie. Là, on est au niveau de l'art. En théâtre, il y a des conservatoires et des écoles supérieures, mais il y a un débouché, il y a des centres dramatiques, il y a des compagnies, il y a des moyens publics qui sont mis en place pour que la création au-delà de l'école puisse exister. Et pour le cirque, il y a cacahuètes. Oui, ceci dit, Jean Roch a raison. Hein. Nulle part ça n'est organisé sérieusement. On a quelques exceptions en Belgique francophone. Notamment, on a cité le Conservatoire de Liège, qui fait un travail important autour des questions de comment les étudiants, après, vont se débrouiller sur le marché du travail, comment on les forme à la production, etc. etc. Mais ça reste quand même l'exception. Hein. Et je rappelle quand même que, en dehors du secteur du cirque, on forme des milliers de jeunes dans les universités sans aucune garantie qu'ils auront du travail. Hein. Bien, alors, on l'avait annoncé, vous savez que depuis tout à l'heure que Dieu n'existe pas, mais Frédéric Durmerin, lui, il existe, il est là. Et je suis ravi de l'accueillir. Hein. Je vous avais prévenu donc, qu'il arriverait dans le courant de la matinée. Donc ça va nous permettre d'aborder le volet franco-français des questions que nous abordons aujourd'hui. Donc comment ont évolué l'organisation des arts du cirque outre Quiévrain. Alors Frédéric a eu ses premières expériences professionnelles à Lyon en tant que directeur adjoint d'une importante association de quartier. Outre l'offre d'ateliers de pratique artistique, cette structure abritait une salle de spectacle au fonctionnement qui rappelle ceux des cafés-théâtres. Il a ensuite passé 3 saisons à Saint-Étienne-de-Rouvray, près de Rouen, où il est là aussi directeur adjoint d'une salle de 700 places, le Rive Gauche, qui deviendra plus tard scène conventionnée pour la danse. Depuis 1997, 97 pour lui, il est directeur d'Agora, scène conventionnée en 2001, qui devient ensuite pôle national des arts du cirque de Boulazac, Aquitaine, en 2010. Frédéric Durmerin est titulaire d'un diplôme des hautes études en pratique sociale de l'Université Lyon 2 et d'un Master 2, direction des projets et de développement culturel à l'Université Lyon 2 aussi. Il est aujourd'hui président de l'Association nationale Territoire de cirque. Bienvenue. Merci à vous. Pardonnez mon arrivée tardive.
C'est pas dû aux grèves, hein, aux grèves de la journée à Bruxelles. J'aurais pu me servir de cet élément important. Et voilà. Merci. Je vais tenter en une petite vingtaine de minutes de vous parler d'une histoire, d'une aventure associative, d'engagement, d'aventure bénévole, celle de Territoire de Cirque, et d'imaginer et d'établir un certain nombre de liens, de ponts avec parallèlement le développement du cirque contemporain en France. Le cirque ne s'est pas développé grâce à Territoire du Cirque. Territoire de Cirque n'a pas pris dans ses bras l'ensemble du développement de la question du cirque. Mais néanmoins, en 10 années, puisque là nous fêtons, Territoire de Cirque fête ses 10 ans, on peut avoir l'immodestie de trouver un certain nombre de liens, de ponts, en tout cas de conséquences de la production d'idées ou de la production de réflexions avec les institutions. Alors, Territoire de Cirque, le départ, faisons un peu d'histoire, c'est l'histoire récente. Hein. On est là dans la journée, on parle d'une partie des politiques publiques de la culture, mais récente. Donc c'est une histoire qui nous est proche. Territoire de Cirque naît officiellement en 2004, mais officieusement en 2001, dans le prolongement direct de l'année du cirque décrétée, organisée et pensée par le ministère de la Culture. Donc le premier élément, c'est que Territoire du Cirque est une réaction à une bienveillance institutionnelle. C'est-à-dire que l'État décide, en France c'est souvent comme ça, quand on veut jeter un coup de projecteur sur soit des arts, soit on commémore ou on organise une date anniversaire, on fait comme ça. Et donc cette année-là, qui a été plutôt assez bien goupillée, a désigné, et d'ailleurs c'est à travers le dossier de presse du ministère de la Culture, a désigné 10 lieux, 10 pôles, qui n'étaient pas des lieux officiels, hein, c'était des pôles cirque, ni régionaux, ni nationaux. C'était 10 lieux, Cherbourg, je vois Patricia, Lille, je vois Patricia Capucet ici, Cherbourg, Lannion, Auch, Boulazac, et j'en oublie, qui faisaient déjà un petit peu dans leur coin de l'accueil chapiteau. Donc des villes plutôt moyennes, à l'exception notable de Lille, plutôt cette histoire, les 10 premiers pôles travaillaient dans des villes moyennes et sur des territoires plutôt ruraux. Hein. C'est un élément que je réinviterai toujours dans la conversation. Et donc ces 10 lieux-là, en 2001, décident de se rencontrer, dire bon, on est désigné, c'est pas encore officiel, et comment on fait pour prolonger cette bienveillance, comment on fait pour donner inscrire un peu dans le temps ce premier regard bienveillant de l'État. En 2004, on se crée effectivement et formellement en association. Donc nous sommes à l'époque toujours 10. Et 10 ans après, puisqu'il vient de s'écouler 10 ans et nous fêtons ces 10 ans, nous sommes 34 et en janvier 15, 40 lieux. Ce qui veut dire que d'emblée, les 10 premiers lieux étaient des pôles très concernés par la question du cirque, qui avait été regardés par l'État parce qu'il faisait déjà du cirque. C'est pas l'État qui les a regardés, puis après il y a eu une concomitance comme ça de dynamique. Mais d'emblée à Territoire du Cirque, on a posé la question de notre ouverture. C'est-à-dire qu'on est des lieux militants, engagés, plutôt dans des villes modestes, de 10 à 30 000 habitants. Mais comment faisons-nous avec ce petit bout de reconnaissance? Comment mettons-nous en partage sur le territoire ce petit bout de reconnaissance? Et donc, très vite, d'emblée, on a ouvert les portes, les fenêtres, et on a travaillé avec des scènes nationales, avec des lieux patrimoniaux, avec des festivals. C'est-à-dire qu'on a d'emblée mis de la transversalité, de l'horizontalité dans cette histoire. Et je vais essayer de parler français très concrètement, ce qui veut dire que des lieux sont devenus scènes conventionnées. Je pense à Auch, à l'Agora, à Lannion. Et comment, avec ces premiers apports de l'État, scènes conventionnées à l'époque, c'était 80, entre 50 et 100 000 euros d'intervention de l'État, avec des vraies réactivités des collectivités, des régions et des communes. Hein. Il y a une histoire pionnière, hein, un peu gourmande. Et c'est un moment où les formes avancent, sont gourmandes, et les professionnels s'y engouffrent et les élus entendent. Et les élus entendent tout ça avec un regard de l'État au départ. Je le dis parce qu'on ne le dit pas. L'intervention de l'État est soit ringardisée, soit niée, soit de toute façon regardée comme dépensière, et donc hors norme. Mais c'est ce qui s'est passé. On ouvre cette histoire donc à 34 et on met en partage sur le territoire cette reconnaissance. Ça veut dire qu'avec l'argent dont les lieux disposent, on co-réalise des formes sur le territoire.
Donc très concrètement, ça veut dire que sur une forme coproduite par un lieu, on la co-réalise à 60-70 km, on met de l'argent sur une diffusion de la forme coproduite par le lieu concerné, territoire de cirque. Ce qui veut dire qu'on travaille avec des festivals, des lieux alternatifs, des lieux associatifs, et que cette histoire, qui est une histoire institutionnelle, elle se met tout de suite en mouvement avec une parole partagée, une parole de coopération. Il n'y a pas d'un côté des gros lieux et de l'autre côté le petit lieu associatif qui ne pourrait pas faire le taf. Et je pense que c'est ce qui marque fortement la dimension démocratique du territoire de cirque. Alors, il y a deux objectifs de cette association, sachant qu'on est tous attachés, vous l'avez compris, au cirque, et que nous sommes tous censés le diffuser et tenter de le coproduire. Le coproduire à l'aune de nos moyens. Les pôles nationaux du cirque coproduisent plus que des lieux associatifs qui auraient moins de moyens, mais on leur concède le droit de se réclamer d'un soutien au cirque. On peut soutenir en mettant à disposition des lieux de fabrique, même s'il n'y a pas une intervention en numéraire en coproduction. Donc, deux axes principaux. La ressource, pendant des années, on a produit de la réflexion. Alors, sur la question des publics, on va y revenir cet après-midi, c'était en 2008, je crois. On a réfléchi à la façon dont on travaillait avec les publics, la question de la médiation, sur la question des esthétiques contemporaines. Est-ce que nos salles se vident? Est-ce que nos salles se remplissent? Est-ce que c'est plus facile le chapitre, etc. Toutes les questions qu'on se pose, que vous posez bien évidemment. On a produit la ressource là, récemment sur un très très beau document qui est téléchargeable sur le site, c'est sur les questions éthiques en termes de coproduction. Alors ça paraît une coquetterie, peut-être une coquetterie française de lieux soutenue par l'État. Coquetterie en termes d'intervention éthique, en termes d'intervention au titre de la coproduction. Ça veut dire par exemple quelles sont les réalités qui peuvent se cacher derrière les mots. On soutient, on coproduit, on accueille en résidence, on met de l'argent ou on ne fait que mettre à disposition. On peut soutenir, mais quand on soutient, c'est pas la production au sens littéral du terme. Donc on s'est mis d'accord sur un lexique commun, et ce qui n'était pas chose facile, 34, parce qu'on avait 34 personnes. Non, sur le salaire des oui, non, sur le salaire des artistes. Enfin oui, sur la question je te rejoins, sur la question de la résidence salariée. C'est-à-dire que la mise à disposition des lieux ne peut s'entendre que si la production permet à la résidence de se passer dans des conditions de salariat et donc dans des conditions de sécurité, bien évidemment. Et la deuxième, avec ressources sur ces questions éthiques. D'ailleurs, on a réglé son sort au droit de suite, par exemple, lors de cette réflexion, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que nous sommes interdits à 34 de faire des droits de suite. Et c'est-à-dire que nous considérions que nous étions trop peu engagés et que nos moyens étaient trop faibles pour pouvoir récupérer des droits de suite, quitte après à les réinvestir évidemment sur notre production. Qu'à 10 ou 20% sur un budget de production, c'était peut-être pas la peine de se la raconter, de dire qu'on était des acteurs extrêmement importants du cirque au même titre que les gens dans le cinéma. Donc ça par exemple, on l'a, c'était des choses très concrètes et très politiques. Le deuxième axe, c'est l'interpellation, le lobbying, je ne sais pas comment on peut le dire, enfin, la façon dont nous nous posons comme un interlocuteur important, pas essentiel, pas le seul, des pouvoirs publics. Et donc on a travaillé, on a produit un document qui est dans mon sac de voyage, qui s'appelle Cirque en campagne. Il y a 10 propositions pour le cirque, il date de 2012. C'est une sorte de livre blanc qui n'a pas été rédigé hors sol, c'est-à-dire il s'est rédigé, il s'est inscrit à la suite de l'organisation d'une quinzaine de journées professionnelles sur l'ensemble du territoire français. Donc on est allé causer avec les élus, avec les compagnies, avec les lieux, qu'est-ce qui se joue dans des zones où il existe encore de la marge, où on peut encore avancer. Et donc ce bouquin s'appelle Cirque en campagne et il a été fort opportunément, il est sorti en 2012, en mars, juste avant les présidentielles. Donc fonction d'interpellation. Et la deuxième fonction d'interpellation qui est également prolongée par notre anniversaire, les 10 ans de territoire de cirque, qui est un moment qui nous permet non pas de dire on est les meilleurs, le cirque se passe chez nous, on n'est quand même pas mauvais, avec le peu d'argent qu'on a, mais ça me fait plaisir de le dire. Mais en fait, on fête nos 10 ans
tout en manifestant. Le mot n'est pas de moi, le mot est de Patricia, que je salue. C'est un anniversaire manifeste. C'est-à-dire qu'on s'est créé il y a 10 ans pour dire à l'État, finissez le job. Vous n'avez pas fini le job là, vous avez fait un premier truc. Ça reste modeste, mais cette modestie, on l'apprend. C'est celle du cirque, c'est celle de nos histoires personnelles. On l'apprend et elle fait politique sur le territoire. En 2010, j'ai oublié quand même, il y a eu la campagne de labellisation des pôles. Donc 10 pôles sortent, qui étaient quasiment d'ailleurs les 10 premiers. Ce qui veut dire, ça nous raconte quelque chose du temps, de la durée, de la résistance à la jonction de mobilité. Les directeurs qui font carrière tous les 2 ans, petit lieu, gros lieu, moyen lieu, tout ceci est re-questionné. Donc les 10 pôles, les 10 pôles sont sortis en 2010, on a été labellisés en 2010, c'est le dernier label national à avoir été créé par l'État, et c'est à mettre à l'actif de Territoire de Cirque et du syndicat du cirque, qui a coécrit, qui a travaillé avec nous sur cette histoire. Et là également, c'est une façon de dire à l'État, finissez le job, même si on vit dans la même vie que vous, on connaît les budgets contraints, on connaît la question de l'argent public, on connaît la légitimité de la dépense culturelle publique, mais néanmoins, continuez, parce qu'a priori, on ne va pas en faire n'importe quoi, et on va essayer de trouver les conditions d'une valeur ajoutée sur le territoire. Maintenant, 10 ans après, qu'est-ce qu'on fait ? À Auch, à Circa, on a rédigé, vous savez qu'on est dans un contexte de réforme territoriale en France qui avance un peu à l'aveugle, sans savoir véritablement ce qui va se jouer. Je disais tout à l'heure que le cirque et les pôles et les TDC sont plutôt dans des lieux, des villes moyennes, 10-30 000 habitants, à l'exception, je le répète, notable de quelques grandes métropoles. Le cirque serait-il plus à l'aise ? Et votre exemple ici nous dit le contraire, puisqu'on est dans une grande métropole. Mais en tout cas, la réforme territoriale est en train de s'inviter. On pense, nous, à plusieurs, que le cirque, son itinérance, son nomadisme, je ne vais pas dire son empathie immédiate, parce que c'est un lieu commun, mais la façon dont il peut se déployer sur les territoires, la façon dont il peut être entendu dans une grande agglo, en marge, dans une banlieue, mais également au sein d'un territoire à la démographie vacillante. Et chez nous, la démographie vacillante, on sait ce que c'est, vieillissante et vacillante. Il y a les deux chez nous. Et donc on pense que le cirque a une vraie fonction, et culturelle évidemment, mais sociale, voire économique. Et donc on tente de mettre de porter cette parole. On ne la porte pas tout seul. Et le dernier, et je m'arrêterai là, un communiqué qui est également téléchargeable sur le site Territoire de Cirque, a été rédigé récemment avec la FNCC, qui est la Fédération des élus pour la culture des collectivités territoriales, avec le syndicat du cirque Hors les murs et Territoire de Cirque. Et ce communiqué dit en gros, c'est une adresse aux élus. On a revenez nous voir. Et là, je parle des politiques. En France, on a passé des années à faire entrer la culture dans les politiques publiques. Je crois qu'il est temps là de faire rentrer les politiques dans la culture. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir des élus dans nos salles. On a besoin de voir des élus au Festival d'Avignon. On a besoin que ce soit regardé comme quelque chose de valorisant. Et on a besoin de se raconter des choses dans ce contexte un peu compliqué qui s'invite chez nous. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais redonner la parole à la salle, et puis j'inviterai Frédéric Cabarrot pour cet exercice de synthèse et de mise en perspective, particulièrement savoureux, qu'on attend tous. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle, après l'apport en plus de Frédéric? Oui. Bonjour à tous, rebonjour, je suis Laurent Ancion, je dirige le magazine Cirque en Capitale. Bonjour à vous. Ce sera une question pour le dernier orateur. Voilà, ce matin, pour vous résumer en 2 mots les choses, comme ça vous comprendrez mieux la magnifique conclusion de Freddy Cabarrot, il a été dit que de l'œuf et de la poule, en fait, c'était la question. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fort senti les différentes questions. C'est qu'est-ce qui peut être impulsé par le politique, qu'est-ce qui peut être impulsé par les institutions, aussi modestes qu'elles soient. Comment se rassembler, parole défendue par Jean Rocachard avec beaucoup de véhémence et de clarté. D'abord, qui sommes-nous? Se demander finalement qui nous sommes. Toutefois, un événement dans le l'incipit dans votre introduction, je pense que c'était l'année du cirque. Et ce serait simplement, peut-être revenir un instant là-dessus, sur ce qui a amené cette année du cirque, quels ont été les éléments. Puisque fatalement, là, il y a, je pense, une réponse qui pourrait être intéressante pour le débat qui a précédé votre arrivée. Merci Laurent. Oui.
Frédéric. L'année du cirque, c'est la belle santé des compagnies, c'est le succès des compagnies sur les plateaux, sur les pistes, et c'est le foisonnement d'un secteur qui est... Enfin, il y a eu des éléments précédents institutionnels de structuration, le CNAC, enfin, il y a plein d'éléments de la structuration qui ont évidemment amené l'État à poser les questions afin de bousculer un petit peu la hiérarchie distinctive des formes et des interventions au ministère de la Culture. Le ministère, c'est que 18% d'intervention, hein. Tout le reste, c'est les collectivités, il faut quand même le savoir. Mais fondamentalement, je crois que c'est la santé, le pouvoir de création des compagnies. Je veux dire, ça a fonctionné. Et à un moment, comment fait-on quand ça fonctionne? On se met dans le train, on le regarde passer. Il y a des succès, ça rallie les gens, tout simplement. Ce sont les gens, ce sont les artistes qui l'ont véritablement. Ça ne se raconte pas comme ça, je pense. Jean Roch. Ben, dans ma mémoire, il ne faut pas oublier la création d'Hors les murs. Hein? Bien sûr. Et la création d'Hors les murs, c'est la première fois que l'État français donnait véritablement à une association une mission de promotion, de développement et de rayonnement. Cependant, ce n'était pas que les arts du cirque. C'était aussi les arts de la rue. Et la naissance ou l'avènement de l'année des arts du cirque qui s'est passé sur 2 ans, n'eût été de la tempête. Oui. C'est une grande initiative d'Hors les murs portée par l'ensemble du milieu, mais Hors les murs avait réussi, pas tout le temps, mais cette fois-là, oui, à faire consensus et avec les gens de la tradition aussi. Oui, certes. Ne les oublions pas. Non. Mais c'est un des éléments de la structuration. Oui. C'est, voilà, CNAC, tu as raison, et la création d'Hors les murs, c'est un des éléments, mais voilà. Mais il y en a eu d'autres après. Ouais. Il me semble qu'il y avait encore une demande de prise de parole là-bas. Oui, je me suis trompé, mais je ne vois pas bien. Vous êtes en contre-jour, donc... Oui. Juste, Frédéric, bonjour. Juste, tu veux bien expliquer juste un peu plus tu as initié ici, on se tourne sur Bruxelles, et tu parlais de la campagne, enfin de la région rurale en France par rapport au cirque. Il y a un attrait plus important, c'est ça que tu voulais dire? Tu veux bien développer un peu? Oui, l'histoire institutionnelle s'est penchée comme une bonne fée sur les lieux qui faisaient du cirque. Il se trouve que les lieux qui faisaient du cirque sont plutôt des lieux sur des territoires ruraux. Enfin ruraux, en tout cas dans des villes, pas dans les grandes métropoles, hormis quelques exceptions. Donc en fait, pourquoi le cirque s'est-il déployé? La question des espaces, du foncier disponible, il y a plein de questions. Si je prends l'exemple de Bordeaux, qui est à 120 km de l'Agora, c'est pas Chapiteau de Bozac qui existe, celui de Bordeaux n'existe pas, ou alors pour dédier aux formes traditionnelles ou aux forains. Je dis pas une critique, je dis que c'est, et que la question du foncier et de la capacité de la cité à se laisser traverser par des grandes formes sous chapiteaux contemporaines, elle est peut-être plus simple dans des lieux. Et je sais pas, c'est tout pour un faisceau de questions, je pense qu'il y a un faisceau d'explications. Je pense qu'il y a certainement, mais là c'est moi qui le dis, c'est pas territoire de cirque, je pense qu'il y a un rapport à un engagement, il y a une histoire qui est de l'ordre de la modestie, de l'engagement. Je dis pas que le cirque doit être modeste, que les espaces chapiteaux sont pas beaux, sont sur des délaissés urbains, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. In fine, c'est en tout cas sur les pôles et les TDC sont plutôt un peu décalés, ce qui ne veut pas dire que les métropoles ne se soient pas saisies depuis peu de la question du cirque. Mais là, on est plus après sur des logiques de diffusion, sur des grandes logiques de diffusion, hormis des lieux qui arrivent à faire les deux. Mais c'est l'histoire qui... je pense que ça n'a pas été déterminé par la Datar ou par une histoire de développement vertical française. C'est l'histoire qui s'est construite comme ça. Probablement que l'itinérance liée au cirque est évidemment un atout en termes d'action culturelle sur un territoire rural, par exemple. Oui, c'est bien sûr. Je pense que la perception que les élus en ont à avoir avec ça, comment rééquilibrer les déséquilibres de l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est plutôt dans les territoires ruraux. Et puis dans les agglomérations des grandes cités, il y a eu des belles réflexions initiées par Hors les murs, d'ailleurs, là-dessus. Comment le cirque peut faire sens en marge de l'agglomération, en banlieue en fait, voilà, avec tous les guillemets qu'on se doit de mettre sur ces interventions. Mais en tout cas, c'est...
C'est un peu comme ça qu'il se déploie, en marge du centre. Un peu en regardant, en se décalant. C'est intéressant ces regards décalés, en tout cas pour les professionnels que nous sommes et pour les artistes.